Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet passionnant avec un chercheur non moins passionnant. C'est une rencontre qui fait suite à ma vidéo dans laquelle je parle de l'espoir d'un traitement contre les addictions. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne Dans ton corps si vous voulez. Tout ça, ça a été réalisé à la demande de Ecosciences Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et c'est propulsé par Play Azure Prod. Et donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Jacques Barric, qui est maître de conférence et chercheur à l'IPMC, un laboratoire du CNRS et Université Côte d'Azur. Bonjour Jacques, ça va bien? Salut Julien, tout va bien et toi? Eh ben, ça va très très bien, je suis vraiment ravi qu'on puisse discuter de vive voix de ce sujet qui m'a vraiment vraiment passionné moi. Avant justement de rentrer dans le vif du sujet, de parler un peu plus avant de tes recherches, on va peut-être parler un petit peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bah écoute, donc j'ai fait un baccalauréat scientifique parce que ce qui m'intéressait, c'était les sciences. Et parmi les sciences, je te dirais que c'est la biologie qui m'a le plus attiré, le fonctionnement du corps humain. Donc j'ai fait mes études à l'université de Nice, à Valrose, et intéressé par la biochimie, c'est-à-dire comment les petites molécules interagissent entre elles, de la pharmacologie, tout ça. Mais ce qui m'intéressait finalement beaucoup, c'était les neurosciences, qui étaient peu enseignées à l'époque. Et donc, mon parcours a été, on va dire, motivé par cette envie d'apprendre un peu plus au niveau des neurosciences. Ok. Et l'envie de faire de la recherche, c'est quelque chose qui était présent d'emblée ou ça t'est venu en cours de route? Écoute, je sais pas, il y en a qui te diraient que c'était inné, qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Moi, je suis tombé dans la bouffe étant petit. Alors, la recherche, peut-être la recherche de bouffe. Mais c'est vrai que sur les systèmes sur lesquels je travaille dans le cerveau, le système de récompense, il est impliqué dans la nourriture. Non, je dirais que c'était la curiosité de te poser une question et de trouver une réponse qui n'est pas forcément à celle à laquelle tu avais pensé, en fait. C'était ça qui me motivait. Et là, aujourd'hui, t'as l'impression que ta soif de comprendre et de poser des questions et d'y répondre, elle a été assouvie. Alors, c'est sans fin. C'est l'avantage et le problème, je dirais, de la recherche, c'est qu'une question, si elle est bien posée, en fait, en soulève 10 autres derrière. Donc, c'est un effet domino. Tu t'en sors pas trop, ce qui est pas mal. Ça laisse toute une vie pour bosser dedans. Après, tu as toujours des facteurs chance. Il y a de la science, il y a des rencontres humaines aussi. Moi, c'est ce qui me drive dans mon métier, c'est cet aspect-là, la collaboration avec les collègues et une bonne question scientifique qui me taraude. Ouais, en vrai, en plus, je pense que en parlant un peu de tes travaux, là, on va se rendre compte à quel point une question en soulève plein parce que tes recherches, elles ont plusieurs axes. Moi, j'en ai parlé d'un, qui est l'espoir éventuel d'un traitement contre les addictions, mais tes recherches, elles ouvrent plein d'autres champs Mhm. différents. On va peut-être en parler maintenant. Du coup, ces travaux dont je viens de parler. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu, ceux qui ont porté notamment sur la dopamine, son influence sur les conduites addictives? Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'idée de départ et comment vous êtes arrivé à vos conclusions? Écoute, je suis parti en fait d'un intérêt pendant mon doctorat de l'effet de la nicotine sur le cerveau. Ça a été de mon point de départ un petit peu de comprendre un petit peu ce que ça faisait parce que je trouvais ça assez étrange qu'une petite molécule toute simple, que ce soit la nicotine ou les autres drogues sur lesquelles j'ai travaillé, la cocaïne, la morphine, l'alcool, toutes ces substances-là, bien que petites, arrivaient à te mettre sans dessus dessous ton cerveau et te faire un petit peu n'importe quoi. Et donc, comment ces petites molécules arrivent à prendre le pas sur une machine, un organe, le cerveau, qui a des millions d'années d'évolution derrière. Et donc ça a été en fait mon leitmotiv d'essayer de comprendre ce qui se passait vraiment dans le cerveau. Donc on est parti sur ce fameux système dit de récompense qui dans le cerveau, en fait, il est au niveau de l'évolution, elle a été conservée parce qu'il te permet, il nous permet d'interagir. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo parce qu'on a Ouais, sympathisé. Il te permet d'aller chercher de la nourriture parce qu'il faut quand même s'alimenter. Il te permet d'apporter quelque chose qui se cache un petit peu derrière toi, quelques boissons par exemple. Et donc, il est positionné dans la vie de tous les jours, il est sain, il est adaptatif, je te dirais. Donc, il est essentiel. Et par contre, il peut se retrouver dérégulé, c'est-à-dire qu'il va se retrouver un peu kidnappé par soit des molécules chimiques exogènes, comme les drogues d'abus, soit par une deuxième thématique qui m'a intéressé. C'est un facteur environnemental majeur de risque pour les dépendances et pour les troubles psychiatriques, qui est le stress. Donc, ce système-là est capable de détecter ces événements de l'environnement. Donc, comme tu l'as et- dit, tu m'as parlé de dopamine, ouais. petit message En chimique. gros.
Ouais, En gros, pour résumer le système de récompense, est-ce qu'on peut dire que de base, c'est le petit trick qu'a trouvé notre organisme pour nous pousser à faire ce qu'on doit faire pour rester en vie, ouais. manger, boire, etc. Et qui, pour nous pousser à faire ça, nous récompense par du plaisir, etc., ce qui nous pousse à de nouveau chercher à manger, etc. Et qu'il y a des molécules qui ont réussi à hacker le système et à Ouais. faire croire à notre système de récompense que bah, elles aussi, elles étaient indispensables à la survie. Et du coup, le système de récompense se comporte comme si la cocaïne, la nicotine étaient indispensables à notre survie. Et du coup, il nous pousse à en reprendre alors qu'on n'en a pas besoin. Ouais, ces drogues, elles sont capables de faire ça parce que par rapport à un stimulus naturel, une interaction sociale, de la nourriture classique, hein, je ne te parle pas du sucre et d'autres substances, ces drogues vont envoyer un message qui est démesuré en fait. Ça va être un gros feu d'artifice comparé, je dirais, au petit feu d'artifice, même si je resterai un petit peu ça d'une interaction. Donc le message est complètement biaisé et ton neurone, il n'est pas assez intelligent parce qu'il est seul un peu dans son coin pour dire c'est bon ou c'est pas bon pour moi. C'est un ensemble. Donc, le système de récompense est là. Et évidemment, il cohabite avec d'autres structures cérébrales, d'autres grands systèmes biologiques pour faire en sorte que, en fait, tu choisisses une action. Et tu l'as dit, soit d'aller vers quelque chose, mais ce système te permet aussi d'éviter normalement ce qui n'est pas bon pour toi. Et là, normalement, il devrait y avoir un signal de danger que notre cerveau n'arrive pas, en tout cas, à émettre correctement. Ok, ok. Du coup, toi partant de ce constat-là, ça a été quoi exactement tes recherches dans le domaine? Bah écoute, nous on est parti du constat et c'était pas que notre laboratoire, c'était mondial, hein. Ça partit d'un chercheur SARD, je pense que c'est lui qui a mis ça en avant, qui a dit qu'en fait toutes les drogues d'abus avaient cette capacité de libérer de la dopamine, donc un petit messager chimique dans le cerveau. Donc tu as une signature commune, il y a un point commun. Ça c'est intéressant parce que si tu as un point commun, peut-être c'est la porte à aller enfoncer pour essayer de comprendre pourquoi il y a ce point commun. Donc nous on savait que ce messager chimique était balancé. Ce qu'on a essayé de comprendre, c'est qu'est-ce qui va passer comme message aux neurones qui vont le récupérer et comment ces neurones ont la capacité d'intégrer ces signaux dopaminergiques, donc ce messager chimique. Et du coup, vous avez procédé concrètement, vous avez procédé comment pour trouver la réponse à ces questions? Écoute, tu pars toujours d'une petite idée, puis tu fais de la bibliographie. Les gens décrivent plein de choses, en fait. C'est comme un puzzle. Tu as plein de pièces. Et toi, tu te dis, est-ce qu'on n'essaierait pas de brancher ces deux pièces en même temps? Donc, on est parti un petit peu de cette idée-là, qu'il y a des récepteurs à la dopamine qui étaient bien connus dans le cerveau. On sait que la dopamine, elle permet, en quelque sorte, si tu veux, de filtrer l'excitation dans le cerveau par d'autres types de récepteurs. Et il y a des laboratoires qui commençaient déjà à montrer que ces deux récepteurs qui appartiennent à deux familles différentes, donc si tu joues au jeu des 7 familles, tu les mets dans des paquets différents, ben, ils avaient la capacité d'interagir, ces deux-là. Et on s'était dit, voilà, est-ce que leur capacité d'interagir, est-ce que les drogues modulent cette capacité-là? Parce que quand les deux sont ensemble, ça fait, on va dire, une nouvelle famille, et le message qu'ils envoient n'est pas exactement le même. Donc c'était un peu leur porte d'entrée pour y accéder. Ok. Et concrètement, du coup, vos travaux, ça a consisté à quoi Ah, concrètement, c'est parti d'une belle aventure humaine avec deux grands collaborateurs, un à Paris, Peter Van Hout, Pierre Trifilieff à Bordeaux, en échangeant des idées, en comparant ce qu'on faisait, puisque Peter travaillait principalement sur les drogues. Moi, j'avais travaillé sur les drogues et je me concentrais sur le stress. Et Pierre, lui, arrivait avec de la nourriture. Et on essayait de comprendre. Tout ça, c'est finalement jouer sur le système de récompense. Et on essayait de voir s'il y avait des voies communes et des voies différentes. Donc, en gros, ce qu'il te faut, c'est un modèle préclinique pour commencer à étudier sur des cellules, par exemple, est-ce que ces deux récepteurs interagissent et est-ce que tes drogues ont la capacité de les faire se rapprocher? Et c'était le cas, c'était le point de départ. Donc, une fois que tu sais qu'ils peuvent se rapprocher, ça ouvre plein de portes derrière. Et du coup, il me semble que vous avez pu aussi étudier des cerveaux de personnes décédées, évidemment, Ouais. qui avaient souffert d'addiction pendant leur vie. Est-ce que tu peux raconter un petit peu en quoi ça a consisté? Ouais, donc le but, une fois que tu identifies quelque chose sur des modèles plus simples, ça peut être de la bioinformatique, ça peut être des cellules en culture, tu as besoin de matériel un petit peu plus complexe. Tu as besoin d'un vrai cerveau à un moment donné. Et je dirais heureusement et malheureusement, parce que comme tu l'as dit, il y a des personnes qui sont décédées. On a accès, quand les gens donnent leur corps à la science, on a accès à des banques de cerveau. Donc on échange avec des psychiatres, on leur dit voilà, telle est notre thématique, on a telle question, on pense qu'il y a des changements importants dans telle structure du cerveau, et nous, c'est le système de récompense. Est-ce qu'on pourrait obtenir une petite portion, pour pas tout prendre évidemment, de ces petites régions cérébrales
et avec des outils qui nous permettent de le visualiser. Donc, ça a une toute petite échelle, mais avec des microscopes, tu peux amplifier tout ça, de regarder ce qui se passe. Évidemment, ton cerveau congelé, c'est une photo à l'instant T. Donc, tu ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence. Je dirais que ça pourrait être la limitation. Mais c'est là où, à partir du cerveau humain, tu repars sur des modèles plus simples pour avoir quelque chose de dynamique. Et si tu veux, tu repars chez l'homme derrière. Et du coup, sur ces cerveaux-là, sur ces cellules de cerveau congelées de personnes qui ont souffert d'addiction, qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a permis de vous dire que vous étiez sur le bon chemin? Bah, contre toute attente, on a réussi à montrer que non seulement ces récepteurs qui interagissaient ensemble sur des modèles cellulaires, quand c'est sur des modèles simples, tu ne sais jamais si c'est vrai dans notre tête à nous. Donc ça, c'était au moins une preuve que chez l'homme, déjà, ils existaient, ces complexes de récepteurs qui s'associaient ensemble, et que non seulement ils existaient chez un individu sain, parce qu'évidemment, tu as des cerveaux de personnes ayant souffert de dépendance, mais également tu as des sujets contrôle de mort accidentelle, et ont montré qu'il y avait donc des variations significatives, donc importantes, de ces complexes, de ces assemblages de récepteurs. Et donc, potentiellement, tu te dis que s'il y en a plus qui se forment, ça pourrait être potentiellement une cible thérapeutique. C'est ce qui t'intéressait quand on discutait. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, pour résumer, chez les personnes qui avaient souffert d'addiction, il y avait certains récepteurs qui se mettaient beaucoup plus facilement à travailler ensemble Ouais, que c'est chez ça. les personnes qui ont un cerveau sain. Ça. Et votre idée à ce moment-là, c'est de se dire, ces récepteurs qui travaillent ensemble, quand il y en a beaucoup qui travaillent ensemble, c'est ça qui crée l'addiction, ou en tout cas, c'est un des marqueurs de l'addiction. Alors ça va être, je te dirais, ouais, c'est un des marqueurs. Je sais pas, on ne sait pas encore, on est en train de disséquer tout ça. À quelle étape ils interviennent? Est-ce que c'est dans les étapes d'initiation quand tu commences à consommer des drogues? Est-ce que c'est des étapes plus tardives? Donc là, il faut des modèles plus simples où on développe des outils de laboratoire qui nous permettent en gros de casser cette interaction. Et en gros, le chercheur fait toujours quelque chose de simple. Tu modifies une condition expérimentale. Quand je les casse, qu'est-ce que j'observe comparé à une condition où j'ai rien cassé? Et tu regardes si tu as des effets à l'échelle cellulaire, à l'échelle comportementale, à différents niveaux d'analyse. Tu vois les résultats et ça te met un peu sur la piste de est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Et là l'idée, très concrètement, c'est de se dire, si on casse ces complexes, Ouais, si on empêche ces récepteurs de se mettre de travailler ensemble, ouais, euh, hypothétiquement, ça empêche les mécanismes, enfin, en tout cas, l'idée c'est d'essayer de démontrer ça, j'imagine, ça casse les mécanismes de l'addiction, ouais. donc potentiellement voie ouverte pour un traitement, etc., soit pour empêcher l'apparition d'addiction, soit pour empêcher chez les personnes en sevrage la rechute. C'est ça. Donc en fait, nous en labo, on étudie les deux choses. Il y a les mécanismes de mise en place, on va dire, de la dépendance, tout ce processus de dérégulation. Puis ensuite, donc ça, on appelle ça de la prévention, on va dire, on essaye de bloquer la mise en place. Chez l'homme, il n'y a pas trop d'intérêt parce que tu ne vas pas filer un médicament à toute une population. Dans le cas, potentiellement, il deviendra addict. Donc évidemment, cette partie nous intéresse en laboratoire en tant que pur biologiste. Mais ce qui nous intéresse pour l'aspect qu'on appelle translationnel, c'est-à-dire de passer chez l'homme, c'est de savoir, OK, une fois que les dérégulations sont en place, est-ce que quand on casse ces systèmes-là, on arrive à limiter la rechute ou à diminuer si ce n'est pas complètement effacé, parce que je pense qu'effacer complètement les traces, ça va être compliqué, mais au moins d'amoindrir ces effets-là. Donc on est vraiment sur cet aspect-là et les résultats sont encourageants. D'intervenir a posteriori, post-traitement aux drogues, sont encourageants. J'encourage pas à prendre des substances, on est bien d'accord. Hein. Ouais, on a compris, je pense qu'on a compris. Mais tu fais bien de le repréciser. Ouais, parce qu'en fait, là, toi, vos travaux, ça a porté essentiellement sur la cocaïne Ouais. et un peu la morphine. Là, vous commencez sur la morphine, c'est ça? Ouais, la cocaïne, le papier a été, l'article scientifique a été publié avec les collaborateurs. Et évidemment, tu te poses la question, la cocaïne, ça appartient à une classe de drogue qu'on appelle les psychostimulants. L'autre classe qui nous intéressait, c'est les opiacés avec la grosse dépendance aux États-Unis et évidemment également en Europe. Hein. Les autres classes de drogue petit à petit. Et puis, ça nous amène vers tous ces facteurs où, en fait, chez l'homme, tu te rends compte que tu as ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qu'un individu dépendant ne souffre pas que d'une dépendance. Généralement, il y a des troubles anxieux ou dépressifs. Et tout ça, ça m'amène sur la thématique qui m'intéresse maintenant également, c'est toutes les pathologies liées au stress, puisque le stress est un facteur de rechute pour les drogues d'abus. Et également, le stress, c'est le principal facteur de risque déclenchant des épisodes dépressifs, troubles anxieux, etc. Donc, on cherche toujours, est-ce que ces petits complexes qui interagissent, est-ce que c'est un dénominateur commun? En gros, est-ce que c'est un carrefour où tout transite à un moment donné? Ça serait un peu idéal parce que ça permettrait de taper un bon coup une fois. Ouais, parce que pour le gros intérêt de vos recherches, outre de répondre
aux questions auxquelles tu as envie de répondre, c'est que aujourd'hui, il y a un peu un vide thérapeutique. Là, on va reparler après des maladies liées au stress, la dépression, etc. Mais en ce qui concerne les addictions, il n'y a pas de traitement spécifique des mécanismes de l'addiction. Il y a des traitements, de substitution, il y a le Subutex, etc., les substituts nicotiniques, etc. Il y a des traitements qui amoindrissent les symptômes liés au syndrome de sevrage, etc. Mais des traitements de l'addiction, il n'y en a pas. Je crois qu'il y a eu des tentatives, tu me disais, notamment justement pour travailler un peu sur les récepteurs à la dopamine, mais c'était pas concluant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Si tu cibles en fait ces récepteurs à la dopamine, ils existent, on va dire, seuls ou bien accompagnés, c'est les complexes sur lesquels on travaille. Quand ils sont seuls, le problème d'aller les cibler, c'est que tu risques d'avoir beaucoup d'effets secondaires. Et c'est toujours les problèmes, c'est pas que pour les addictions, c'est pour toutes les pathologies. Le médecin doit toujours jouer entre le bénéfice et le risque. Donc oui, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les addictions, ce sont des pathologies chroniques. Donc c'est quelque chose qui se met en place plus ou moins rapidement selon les substances. Certaines vont très rapidement, mais ensuite ton cerveau, il est vraiment dans un état complètement déstructuré. Donc, pour essayer, on va dire, de le recabler, ça va prendre du temps. Donc, il n'y a pas de traitement miracle. Je ne sais pas si un jour, il y aura un traitement miracle. Mais si on arrive à équiper le médecin, en plus des thérapies comportementales qui sont importantes, de tout le suivi médical, si on arrive à lui donner des petits outils, donc ces fameux outils pharmacologiques, ces petites molécules, peut-être on lui facilitera un petit peu son travail à lui et travailler de concert avec le corps médical. Donc. Ouais, c'est important, tu as raison de préciser ça. Ça peut pas être un truc magique qui tout d'un coup Il n'y aura pas de molécule miracle. Non, non, non. Ça va être un médicament en plus dans l'arsenal thérapeutique qu'on a pour traiter les addictions, ou au premier rang desquels l'accompagnement psy, social, etc. Ça va être ça va être un bandage pour aider à continuer à... Je sais pas trop. Après, on a tendance à englober les gens, tu sais, dans des groupes avec des pathologies. On n'est pas tous dépendants de la même façon, pas aux mêmes substances. Certains vont être susceptibles aux résiliences, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir réagir au traitement, d'autres pas. Donc, on n'aura jamais un traitement, je pense, qui marchera massivement pour un ensemble d'individus. Il faudra tendre vers une médecine spécifique, ce qui se fait de plus en plus maintenant, de regarder qu'est-ce qui marcherait chez toi et qu'est-ce qui marcherait plutôt chez un autre individu, parce qu'on a tout un historique complexe. Hein. Chaque individu a une vie, un parcours différent. Ça à prendre en compte aussi dans le traitement. Ouais, bien sûr. Et là, bon, ça serait quand même une sacrée avancée d'avoir... C'est chouette, ouais. Ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas pour tout de suite. Là, tu me disais que vous commenciez à travailler avec un chimiste pour voir, parce qu'il faut, maintenant que vous commencez à démontrer que oui, potentiellement, il y a un truc à faire au niveau de ces complexes de récepteurs-là, encore faut-il trouver la molécule qui va réussir à fonctionner dessus, etc. Ensuite, à en tirer un médicament qui va ensuite passer toutes les épreuves de bénéfices, risques, etc. avant la mise sur le marché. Donc, c'est pas tout de suite. Ça, c'est des années, voire des dizaines d'années. C'est long, mais écoute, ça reste quand même encourageant parce que le chimiste avec qui... Bon, c'est ça l'avantage de la recherche, c'est que tu vas chercher des complémentarités que tu n'as pas toi, et il y a l'aspect donc humain qui est important. Mais on va dire le chimiste qu'il est en train de faire là et qu'il a réussi, ça nous dire, ben voilà, quand ils interagissent, on veut vraiment savoir quelle forme ça a pour savoir qu'est-ce qu'on peut passer dedans qui pourrait nous casser tout ça. Et évidemment, en laboratoire, tu peux tout faire sur de la culture cellulaire, mais chez l'homme, évidemment, il va falloir des traitements qui n'ont pas d'effet secondaire et surtout qui passent ta barrière hémato-encéphalique. Cette barrière hémato-encéphalique, on va dire, c'est un filtre qui isole un petit peu ton système nerveux central. Toutes les molécules passent pas. Alors les chimistes savent le faire, ils savent les modifier pour en gros leur permettre d'atteindre ton cerveau. Parce que si la molécule ne passe pas, elle ne trouvera pas sa cible et donc il n'y a aucun intérêt. Et donc là, le chimiste avec qui tu travailles, il a commencé à chercher quelle petite tige il pouvait glisser entre les deux récepteurs. Écoute, j'étais avec lui il y a quelques jours et les autres collaborateurs, donc c'est top parce il fait tourner des gros ordinateurs à fond à caisse. Moi, ça ne m'intéresse pas et je lui fais 100% confiance. C'est le résultat qui me plaît. Il a réussi à nous faire un joli modèle et il commence à nous rentrer des molécules. Et les quelques premières molécules qui arrivent à rentrer, en fait, elles ont toutes un motif, c'est-à-dire elles ont toutes une ressemblance. Elles ont quelque chose de différent. Mais par exemple, si on se compare tous, on a tous une tête. Et toutes ces molécules, elles ont une tête. Ce qui est bon signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est commun. Et celles qui ne marchent pas, elles n'ont pas cette tête-là qui est présente. Donc ça, c'est déjà une bonne piste. Et ensuite, on va commencer à vite tester ça sur cellules et après sur des systèmes plus complexes.
pour voir ce que ça donne. Et après, il faudra évidemment, si on veut aller plus loin, il faudra s'associer à des entreprises qui permettent de développer ça. Ils ont tout le pipeline pour le faire. C'est pas à nous, à notre petite échelle, qu'on va y arriver, mais on est là pour le tremplin. Ouais. Ouais. Donc là, les premières étapes, ça avance bien. C'est super positif, on est super content. Donc, du coup, tu parlais aussi de l'influence de ces complexes de récepteurs dans les maladies liées au stress, la dépression, etc. Ça, c'est quelque chose, toi, sur lequel tu bosses de ton côté par ailleurs, ou est-ce que dans le cadre de ces recherches-là spécifiques sur les addictions, c'est quelque chose aussi qui est ressorti? Ah, le stress revient, c'est vraiment le facteur qui revient tout le temps dans les addictions. Et je te dirais que la partie stress, étant donné que je venais de ce champ d'études des addictions, quand j'ai commencé, j'avais des résultats qui ressemblaient vraiment à ce que faisait mon collaborateur de Paris, Peter Van Hout. Et j'ai dit, écoute, est-ce que ça ne te tenterait pas que je t'envoie quelques morceaux de tissu provenant d'individus stressés et tu regardes un petit peu ce que ça donne? Et j'ai dit, bon, par curiosité, puis il a fait les essais et on voyait que ces deux couples de récepteurs se rapprochaient. Ça a été le début d'une belle collaboration et donc du financement par l'Agence nationale de la recherche de ces projets et un autre qui découle derrière. Et on a un article qui est en préparation, qui est vraiment, vraiment sympa, je pense, et qui va dans ce sens, toujours avec des cerveaux humains. Alors cette fois-ci, on a pu, grâce à notre collègue à l'université de McGill au Canada, avoir des cerveaux d'individus ayant souffert de dépression. Et on retrouve exactement les mêmes changements qu'on a dans nos modèles précliniques en laboratoire chez ces cerveaux humains. Donc, pareil, malheureusement, de sujets qui sont décédés, mais qui ont donné leur cerveau et qui nous permet, donc, nous, de dire, on a en effet, on retrouve chez l'homme ces changements-là. Donc, c'est top, puisque ça veut dire que chez au moins les addicts à la cocaïne et chez les sujets ayant souffert de dépression, on a une trace commune dans le cerveau. Ça veut dire que concrètement, ces complexes de récepteurs qui se mettent à travailler ensemble, c'est les mêmes chez les gens qui souffrent d'addiction et chez les gens qui souffrent de dépression. Écoute, alors non, c'est pas exactement les mêmes complexes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont au même endroit, dans la même région qui reçoit les informations du système de récompense, mais ils sont légèrement différents. Mais c'est le même principe. C'est un récepteur d'une première famille qui interagit avec un récepteur d'une deuxième famille. Donc tu pioches dans la même famille de cartes et tu en assembles deux différents. Donc il y aura des petites subtilités, mais je dirais l'avantage, on ne devrait pas maximaliser, on va dire, on devrait s'en sortir puisque le travail qu'on fera d'un côté nous donnera plein d'informations pour faciliter celui de l'autre thématique. Donc ça va être chouette. Et ces récepteurs-là, du coup, tu disais que les deux familles de récepteurs, c'était pas la même famille. Mais du coup, là, les deux récepteurs qui se lient dans le cadre des maladies liées au stress, ils sont quand même chacun dans le même paquet de cartes que ceux qui fonctionnent pour l'addiction. C'est ça. Alors, Okay. tu as d'un côté un récepteur à la dopamine qui reçoit le messager chimique dopamine. L'autre, tu as un récepteur au glutamate qui est le principal messager chimique excitateur dans le cerveau. Et les deux font ça. Donc l'un, il s'appelle D numéro 1 pour dopamine récepteur numéro 1. L'autre, il s'appelle récepteur numéro 2. Donc tu vois qu'on n'est pas très loin. Bon, le numéro a quand même son importance, mais Ouais. loin. Et quand tu parles de maladies liées au stress, Ouais. concrètement, c'est quel genre de maladie? Alors, je suis biaisé par ma formation. Moi, c'est les maladies qui touchent le cerveau. Évidemment, tout ce qui est anxiété, dépression, addiction. Après, tu peux avoir le stress. Tu as des pathologies cardiovasculaires également liées au stress. Tout ce qui est troubles alimentaires, ça peut être aussi causé par du stress. Donc, le stress va avoir un effet sur tout ton corps. En fait, les hormones du stress, ces messagers chimiques, ces médiateurs du stress sont libérés dans tout ton organisme. Donc, ils vont toucher le cerveau. Mais également, ils vont toucher tous tes organes, ton foie, ton cœur, ton intestin. C'est pour ça que tu es un peu stressé en période d'examen. Tu as l'intestin qui se noue. Et là, du coup, l'application possible, ce serait de briser le lien donc, entre ces récepteurs. Si Ouais. vous arriviez à briser le lien, la conséquence physiologique, ce serait quoi? On devrait améliorer tous les symptômes, on va dire, liés, dans mon cas, dans cette étude-là, à la dépression. C'est-à-dire le retrait social, l'anédonie, qui est une incapacité à ressentir du plaisir. Quand tu es dépressif, on a beau te proposer quelque chose de sympa, tu n'as pas trop envie. Tu as une baisse motivationnelle également. Donc, ça serait de te redonner un petit coup de boost à ce niveau-là et essayer de te faire sortir un petit peu la tête de tes nuages gris, quoi. Ce qui n'est pas évident. Ok, et du coup, en cassant ce lien entre ces récepteurs,
concrètement, dans le cerveau, c'est quoi? C'est que ça empêche la libération après d'autres médiateurs qui vont créer les symptômes dont tu parles, ou c'est autre chose, ou vous savez pas encore comment ça va. Alors là, je te dirais, on est en train de faire la manip, donc j'ai pas encore le résultat de savoir. En fait, le cerveau, faut l'imaginer en boucle. Donc c'est vrai qu'on va toucher un endroit et on vient empêcher l'intégration de ces messagers chimiques. Mais je sais pas si en retour, j'aurais tendance à prédire que oui, c'est mon hypothèse. Si en retour, ça va te changer la libération. C'est ce qu'on est en train de tester là. J'aurais tendance à dire quand tu touches un point de l'engrenage, ça commence à te faire en sorte que le système va tourner différemment. Donc c'est pour ça que je penche pour un oui, mais Dame Nature m'a souvent surpris. Donc à voir. Donc du coup, voilà, c'est à peu près à ce stade-là que vous en êtes pour cette partie-là. C'est quoi les prochaines étapes dans les travaux C'est pareil, on est sur cette modélisation, je te disais, cette interaction avec le chimiste qu'il est en train de nous faire, de passer des petites molécules. Alors évidemment, il y a toute une partie de mon laboratoire qui va se consacrer quand même à la partie purement, on va dire, mécanistique et biologique, comment le truc marche. Et il y a une partie que j'aimerais bien amener vers l'homme, cet aspect translationnel, avoir une petite molécule, si possible, on va dire, tolérée, et pour potentiellement l'amener vers la clinique à un moment donné. Et là concrètement, ça pourrait donc donner des médicaments qui seraient de type antidépresseur. Ouais. Je sais pas si ce serait la combinaison. Avec antidépresseurs, je dirais, avec des propriétés différentes de ceux qui existent sur le marché déjà, puisque c'est un petit peu long en psychiatrie. Le plus utilisé, ça a été le Prozac dans les années 80 jusqu'à maintenant, qui marche, pas selon tous les individus. C'est toujours le problème qu'on a des individus qui répondent au traitement, d'autres qui ne répondent pas. Ce qui arrive en psychiatrie, c'est également l'utilisation des psychédéliques. La kétamine, la psilocybine, toutes ces molécules un peu hallucinogènes. Ça nous paraît bizarre, mais en fait, il faut imaginer qu'un cerveau, si on peut utiliser le terme de malade, puisque quand on est dépressif ou quand on est dépendant, on est souffrant. Donc, que ces molécules-là vont agir différemment, parce que le cerveau malade ne tourne pas de la même façon qu'un cerveau sain. Donc, c'est toi, évidemment, t'en prends un hallucinogène, tu auras des conséquences. Par contre, sur un individu, un cerveau malade, on aura des effets différents. C'est ce qui est en train de testé petit à petit. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que le cerveau ne fonctionnera pas de la même façon. Bien sûr, ouais. Et est-ce que tu penses que après, parce que tu disais tout à l'heure pour l'addiction, que au bout d'un certain temps d'addiction et de consommation, etc., le cerveau est vraiment très reconditionné. Reconditionné. Ouais. Ouais. Est-ce que là, l'idée, ce serait de casser la dynamique. Ouais. Est-ce qu'on a bon espoir après qu'avec la plasticité, le cerveau se démodèle ou se remodèle correctement après? Ouais, le terme clé que tu as utilisé, cette idée de plasticité. Il faut voir un peu le cerveau, je dirais, comme une pâte à modeler. Quand tu la presses, elle prend une certaine forme, et ce que font les drogues. Problème de la dépendance, tu peux avoir des gens abstinents, ils te disent « j'ai arrêté de fumer pendant 10 ans » et paf, du jour au lendemain, j'ai recommencé. Alors, tu as souvent un événement de la vie. Souvent, alors ça peut être un événement stressant ou autre chose, un problème au travail ou une rupture amoureuse, tout ce que tu veux, ou la reconsommation de drogue, ou juste de te retrouver avec des gens avec qui tu prenais potentiellement cette substance. Donc, ton cerveau a ancré pas seulement des molécules chimiques, mais a fait plein d'associations à ton insu. Et c'est le problème. C'est cool dans la vie de tous les jours, parce que ça te permet de naviguer, mais dans le cas des addictions, ton cerveau va ancrer, comme dans les cas de stress post-traumatique, il va ancrer des événements qui devraient être neutres, mais qui vont acquérir une certaine valeur. Donc, à voir ce que ça nous donne un peu, s'il faudra ce traitement prendre de façon chronique. Est-ce qu'on peut rééduquer le cerveau quand tu parles de remodelage, de plasticité? Est-ce qu'on va pouvoir le rééduquer petit à petit? Étant donné qu'il a fallu du temps, je pense, pour se tordre, je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour le ramener, ou au moins améliorer un petit peu la qualité de vie des gens et les faire rentrer dans des actes de soins, ce qui est le plus important à ce niveau-là. Ouais, parce que le gros avantage avec la plasticité cérébrale, c'est cette capacité qu'il a à créer des connexions neuronales dont on n'avait pas besoin avant, mais quand le besoin se fait sentir, le cerveau est suffisamment fort pour nous créer toutes ces connexions-là. L'inconvénient, c'est que, notamment dans le domaine des addictions, si tu reconsommes, il y a toute la dynamique qui avait été créée pendant des années, même si ça fait des années que ça s'est arrêté, ça repart à fond. C'est pour ça qu'on dit que ce soit les personnes qui ont souffert d'alcoolisme ou de tabagisme ou de quelque drogue que ce soit, quand ils sont abstinentes ou abstinents, complètement bannir la substance, parce que ça peut repartir en flèche en
quelques jours, quoi. Ouais, il limite également les parfums sans alcool pour éviter justement toute forme d'absorption de molécules exogènes. Mais c'est vrai que tu es tenté. Et puis l'alcool, si tu parles d'alcool, si tu prends les terrasses de café, l'apéro, c'est pas une personne forcément alcoolodépendante, mais pour quelqu'un qui a souffert, c'est quand même compliqué d'avoir ce signal-là en permanence. C'est pour ça qu'il y a un travail également de prévention au niveau public, de limiter les publicités pour l'alcool, le tabac. Dans les films, ça a bien diminué. Donc, il y a une forte prévention qui est faite. Évidemment, tu as les lobbies de l'autre côté, parce qu'évidemment, il y a une manne financière intéressante. Pour en revenir aux maladies liées au stress, donc là, tu as parlé de l'application éventuellement thérapeutique pour créer une nouvelle classe d'antidépresseurs. Ouais. Est-ce que tu envisages que potentiellement les recherches que tu fais là, ça pourrait découler sur quelque chose qui soit un anti-stress, au-delà, pas forcément un anxiolytique, mais quelque chose qui, en cassant ces récepteurs, enfin Ouais. ces complexes de récepteurs, diminue, alors peut-être pas le stress ressenti, mais en tout cas l'influence du stress. Tu parlais des maladies cardiovasculaires. Est-ce que ça peut être un truc, on dit, ah, telle personne, vous avez une propension à être stressé, ça commence à avoir des retentissements sur votre... Vous faites des ulcères à répétition, vous commencez à avoir des pathologies cardiovasculaires liées au stress, que ça pourrait être une application aussi. Écoute, faudrait qu'on teste parce que là, on s'est focalisé sur un modèle de stress avec une forte composante sociale, parce que l'aspect social, c'est ce qu'on a dans la vie de tous les jours dans notre société. Faudrait qu'on teste selon la nature du stress. Elle est pertinente, ta question, et on revient du fondamental, en fait. Si je change la nature du stress, un stress physique, on peut avoir un stress psychologique, est-ce que ça m'entraîne ces mêmes modifications? On n'a pas encore répondu à cette question. C'était prévu, mais une fois en recherche, quand tu as quelque chose qui marche, tu as tendance à t'engouffrer. Et ensuite, là, il va falloir, quand on a le temps, se dire, voilà, est-ce que cette notion d'effet de stress, est-ce qu'on peut vraiment l'élargir au stress de façon générale? Mais c'est tout à fait pertinent. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en plus, quand tu commences à creuser dans une direction, tu réponds à une question et il s'en pose 10 autres. Ouais. Mais ce qui est plutôt bénéfique. En tout cas, j'espère que là, ouais, c'est un cercle vertueux, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'espère qu'on a été assez clair sur toute cette partie-là. Moi, je voulais aussi aborder un sujet avec toi rapidement. C'est ce qu'on est en train de faire là en ce moment, à savoir, on peut appeler ça un travail de médiation scientifique. Est-ce que toi, au quotidien, c'est quelque chose que tu fais dans ton exercice? Et en quoi tu penses que c'est important que les gens comprennent ce genre de choses qui se passent dans la recherche, comprennent tes travaux, par exemple? Pourquoi tu penses que c'est important? Je dirais que c'est important. Alors, il y a deux points de vue. Je vulgarise, oui, parce que alors, je suis professeur à la fac, comme tu l'as dit, donc j'ai des étudiants dans un cursus général en biologie. J'interviens également dans les formations où les gens vont rechercher de nouvelles connaissances. Donc, tu passes le message, mais pas de la même façon. Et après, il y a les conférences grand public où il y a les financeurs et un peu ce qu'on fait avec toi. C'est important de communiquer parce qu'il y a peu de financement en recherche. Donc, une grosse partie de mon temps, je le passe aussi à aller chercher des fonds qui sont assez sur de courtes durées, de 3 à 4 ans maximum. J'embauche des gens, on les forme, on fait des recherches et c'est dur de stabiliser quelqu'un. Donc, ce qu'on génère, c'est de la connaissance et se pose la question à l'échelle sociétale, est-ce que c'est important ou pas? Moi, je pense que oui, pas forcément en bio, mais de façon générale, c'est cool de découvrir des choses. Donc, des connaissances et deux, on est tous amenés à être malades à un moment donné. En France, on a choisi le pas de se mettre ensemble avec un système de sécurité sociale et de faire un pot commun, on va dire. Donc, il n'y aura pas des retombées immédiates, ça prend du temps. Moi, les outils que j'utilise dans ma partie neurosciences, ils vont se nourrir d'autres disciplines. Donc, de financer, par exemple, qu'une seule discipline, je ne trouve pas ça correct, en fait, puisque moi, je vais piocher en immunologie, en biochimie, dans des champs disciplinaires, si tu veux, qui sont différents, mais qui touchent toujours la biologie. Et tu sais jamais quel outil la personne qui travaille sur des algues marines va également m'apporter des outils au laboratoire. Donc, il faut vraiment financer assez largement la recherche pour générer des connaissances et tu sais jamais ce que tu vas trouver, en fait. C'est l'aspect intéressant, quoi. Donc là, on est encore dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que les financements de recherche qui peut-être n'ont rien à voir avec de C'est prime ça. abord avec les tiennes, elles vont forcément avoir un impact positif sur tes recherches à toi. Peut-être pas tout de suite, mais regarde, l'intelligence artificielle, elle arrive en neurosciences, des algues marines, des méduses.
On sort des outils qui nous permettent de manipuler, nous, l'activité des neurones. Quand tu entends à la radio, on a réussi à modifier l'activité de neurones grâce à de la lumière. C'est pas des outils qui viennent directement des neurosciences. C'est des gens qui font de la cuisine moléculaire. Et moi, ça, je les remercie. J'utilise leurs outils et pour en faire autre chose. Donc, d'une application, tu en fais plusieurs derrière. Ouais, et puis comme tu disais, la recherche, c'est rechercher des réponses aux questions que tu te poses, rechercher des solutions, parce qu'après, évidemment, on a pas mal parlé des applications, mais l'intérêt, c'est aussi que ça ait des conséquences bénéfiques sur la population, sur les gens, sur la société, donc trouver des médicaments, etc. Mais la recherche, c'est aussi pas mal de recherche de financement, Ah. parce que travailler, trouver toutes ces solutions, tous ces médicaments de demain, toutes ces solutions pour des soucis qui se posent ou qui se poseront, ça coûte de l'argent et c'est compliqué d'en trouver, c'est difficile aujourd'hui le financement des recherches. Ouais, c'est énormément de levée de fonds. C'est souvent, alors, les dons des individus sont importants. Toi comme moi, il y a beaucoup de fondations qui nous financent. Je suis fortement financé également par la Fondation pour la recherche médicale, qui est un pilier de la recherche en France. Il y a l'Agence nationale de la recherche dans ces programmes qui nous financent, mais c'est souvent sur appel à projet. Tu as une idée, tu la soumets, mais quand tu l'as soumis, finalement, ton idée, tu l'exposes. Donc, potentiellement, tu peux te la faire piquer. Ouais. Quelqu'un a déjà eu la même idée, c'est cool, c'est que finalement, c'était une bonne idée. Mais il n'y a pas les mêmes moyens, tu vois, la recherche, je dirais, française et même européenne, comparée aux fonds levés aux États-Unis, est différente. Après, tu n'as pas la même pression de travail non plus, mais je pense qu'il y a un juste milieu qu'on pourrait trouver en équilibre. Mais les dons des gens, ils ne s'en rendent pas compte, c'est énorme, via toutes les fondations, sur les différentes pathologies, c'est important. Je pense que le message est passé, j'espère en tout cas. Ouais. On va pas tarder à se quitter. T'as un truc là, tes prochains travaux, une fois que ceux en cours sont terminés, tu sais déjà ce que ça sera, t'as une envie, une piste, Écoute, sans trop en révéler pour pas te faire piquer ton idée. non, t'inquiète, t'inquiète. Non, non, on va continuer à creuser cette partie-là avec le chimiste parce que ça va prendre du temps. On a d'autres projets sur des pathologies anxieuses au cerveau qui se développent. Je continue à ramener la nicotine dans les addictions, mais essayer de regarder comment ils interagissent. Vraiment, cette idée comorbidité m'intéresse. Pourquoi les deux finalement? Est-ce qu'il y en a un qui entraîne l'autre? Est-ce que l'un facilite le passage de l'autre? Il y a tout cet aspect-là qui m'intéresse et ce pas vraiment vers la clinique. Si on peut y aller, l'aspect translationnel, travailler plus avec des psychiatres, c'est vraiment ce que j'aimerais développer un petit peu plus. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Je te remercie. Merci à toi, c'était super intéressant et c'était super clair. J'espère que tout le monde a trouvé que c'était bien. Super, Merci à toi. Merci, merci Géo. Voilà, donc cette vidéo, elle fait partie de la saison 6 des vidéos éco-scientifiques. Vous pouvez retrouver toutes les autres sur les playlists de la chaîne Éco-Sciences Sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur. J'espère que vous avez apprécié autant que nous. À bientôt.